Les jeunes d'ici, la Joss Radio. Les jeunes Joss Radio. Les jeunes jusqu'à la gare. Allons-y. La façon de lire et de transmettre le savoir évolue rapidement, y compris au Cameroun. Si le livre papier reste une référence culturelle et éducative majeure, notamment dans les bibliothèques et les centres culturels, les formats numériques gagnent progressivement du terrain, portés par le développement du smartphone et la recherche de solutions moins coûteuses. Beaucoup de jeunes combinent livre papier, contenu numérique, blog et création audiovisuelle pour apprendre, s'informer et s'exprimer. Pour cette nouvelle édition des Jeunes d'ici, nous explorons la transmission des savoirs et l'éducation à l'ère du numérique à travers 3 parcours inspirants. Christine Bangono, passionnée de lecture, a choisi des e-books pour se cultiver. Kimi, jeune créatrice de contenu, utilise la comédie musicale pour sensibiliser les jeunes aux droits des femmes et à d'autres causes sociales importantes. Enfin, Badal Fomo, engagé pour les droits des femmes, partage des histoires sur son blog afin d'encourager des comportements plus responsables et plus respectueux. Les jeunes d'ici, une production originale de la Joss Radio. Bonjour, je suis Badal Fomo. J'ai 29 ans, je vis à Douala. Aujourd'hui, je me définis comme une blogueuse engagée, créatrice de contenu littéraire engagée également, qui écrit pour sensibiliser, pour croiser les mots et surtout pour accompagner. La passion pour l'écriture, elle est née, je dirais, beaucoup plus sous son influence parce que j'ai eu un père féru de lecture, d'écriture, de langue française. Du coup, à la maison, on avait droit à des bibliothèques où il fallait lire tout le temps. Ce qui fait qu'à la maison aussi, tout le monde était passionné de lecture. C'est vrai qu'après, ça a changé et tout, mais tout est parti de là parce que vous voyez, lorsqu'on vous envoie à la boutique à l'acheter du pain, vous revenez après avoir mangé. La première chose à faire, c'est de lire ce qui est écrit sur le bout de papier. Donc, c'est de là que tout est parti aussi, avec un papa qui disait tout le temps, voici le livre, 1001 nuits, tu dois lire et me faire un résumé dans une semaine. Il ne veut pas savoir ce que tu vas faire, il ne veut pas savoir comment tu vas t'y prendre. Tout ce qu'il attend, c'est juste un résumé la semaine qui suit. Donc c'est de là que tout est parti, la passion pour l'écriture, le français, la lecture, tout est vraiment parti de là. Et cela s'est un peu accentué beaucoup plus, cela a beaucoup plus pris forme après la mort de mon père. J'ai trouvé un refuge dans l'écriture, j'ai trouvé où je pouvais trouver un refuge, où je pouvais parler de mes sentiments, de ce qui m'agaçait. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai compris que je pouvais aller un peu plus loin, même pouvoir toucher plus de personnes où des gens pouvaient se reconnaître dans ce que je vivais, dans ce que j'ai traversé. Donc, c'est de là que tout est parti, le déclic. C'est de là, sous une influence. Un blog comme espace d'expression littéraire, je l'ai choisi parce que là, il y a un peu plus de liberté. C'est ce qui est concret aux médias traditionnels. Un blog, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai que ça apporte de la visibilité, mais aussi ça permet ça donne une liberté de choix dans le ton, dans la forme, dans le choix des emojis et tout. Donc, tout tourne vraiment autour de cela, la liberté et le choix de ton, de forme. Pour une première fois, je me mets toujours dans la peau de mon lecteur. Surtout, je me mets dans la peau d'un lecteur qui me découvre pour la première fois. Comment il va se sentir? Ce que j'essaie de développer chez lui, ce que j'essaie de faire naître, c'est un sentiment d'appartenance, un sentiment au-delà du sentiment d'appartenance, beaucoup plus un sentiment de conscience, c'est-à-dire au-delà du texte qu'il lit, comment il se sent, est-ce qu'il se retrouve dans le texte? En se retrouvant dans le texte, comment il se projette au-delà du texte? En gros, c'est un sentiment d'engagement et de conscience que j'essaie de mettre dans tous mes textes. La communauté numérique, comment elle a réagi? Je vais dire, elle a été réceptive
Parce que à la base, lorsque je débarque sur les réseaux sociaux, c'est pour parler de mes déboires, c'est pour parler de ma veille médiatique, puisque je suis quelqu'un de médias, c'est pour parler de ma veille médiatique, des critiques, tout ce qu'on voit dans les médias, on écoute à la radio et tout. Donc, tout est parti de là. Du coup, quand je commence avec des histoires, les gens se disent, tiens, ça peut être intéressant. Tu publies un test, tu vois en commentaire des gens qui disent, tiens, tu as une belle plume, ça sera super, il faut nous rédiger une histoire sur tel sujet et tout. Donc, c'est quelque chose qui a motivé, qui a dit, tiens, si les gens, ils aiment, ça veut dire que je peux continuer, ça veut dire que je peux me faire un place. Et donc, on se lance et on se dit, on va voir ce que ça va donner. Pour maintenir l'engagement, on essaie de faire le b.a.-ba des réseaux sociaux. Un titre accrocheur, un sous-titre et un beau développement où le lecteur se retrouve, on essaie de chuter avec une anecdote, on essaie de chuter avec une info actuelle où il va facilement se retrouver, où ce qui lui permettra de laisser un commentaire, où on pourra discuter un peu plus en profondeur du sujet proposé. La compétitivité, elle est super importante, surtout lorsqu'elle est positive. Ce que je me dis, comment je fais pour rester donc compétitif, je reste juste moi. Je reste moi et en restant moi, j'essaie maintenant de m'adapter. On peut rédiger une histoire pour réseaux sociaux, format écrit, et puis on se sert de l'intelligence artificielle pour générer un format un peu plus audio, vidéo, ce qui crée un peu de l'interaction, du nouveau en fait, sans toutefois utiliser une caméra, un participant et tout ça, un peu ça. Bon, le rôle de la littérature numérique dans la défense des droits humains, c'est essentiel aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis que ça sera super intéressant, beaucoup plus si on essayait de contextualiser nos histoires qui ont trait au droit, à l'humanitaire, de le contextualiser dans nos réalités locales en fait, avec des personnages africains, des personnages locaux, des noms locaux. Je crois que ça fera un plus, surtout pour les tout petits, parce que je me dis, c'est une question d'éducation en fait. Je vois les droits humains un peu comme quelque chose, un processus éducationnel, parce que pour y arriver, il faudrait qu'on essaye d'éduquer déjà la plus jeune, parce que c'est la relève de demain, ce sont les dirigeants de demain, et donc pour essayer de ramener un peu tout cela, je me dis qu'il faut contextualiser en termes de format, en termes de non locaux, en termes de création en fait. Le conseil que je donnerais à un jeune qui écrit un secret et qui n'ose pas publier, c'est juste que la peur ne finit jamais, la peur ne nous quitte jamais. Chaque fois qu'on écrit un texte, chaque fois qu'on publie une histoire, la peur, elle est toujours là. Mais plus tu publies, plus tu rédiges, et c'est sombre et la confiance commence à régner. Donc, il faut écrire, il faut publier parce que c'est en écrivant et c'est en publiant pour l'exposer aux autres que la confiance naît. Parce que si tu gardes pour toi, c'est vrai, tu es confiant, mais tu as le doute, c'est justement parce que tu doutes que tu n'oses pas partager avec les autres. Pourtant, lorsque tu partages avec les autres, c'est le début de la confiance et c'est là où tout part. La phrase qui résume le mieux ma relation avec mon projet littéraire, c'est qu'est-ce que je dirais? Pas une phrase, mais quelques mots. Impact. Impact, conscience et durabilité. Je suis Christine Bengono, j'habite à Odia, à Yaoundé. Je suis fan de lecture. Ma première rencontre avec un livre numérique, je m'en souviens, c'était l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. C'est un livre qui parle de dédoublement de la personnalité et plein d'autres sujets. J'avais adoré la lecture et surtout l'écoute. Parce que on me l'avait envoyé sous la forme d'un livre audio. Donc, je pouvais en même temps lire et en même temps écouter l'histoire qui était adaptée et ça m'avait plu, en fait, cette nouvelle façon de lire. Je suis un peu une lectrice à la fois passionnée, curieuse et un peu geek. Passionnée parce que la lecture fait partie de ma vie.
Il faut que je lise. J'ai envie de dire, je lis pour vivre. Il faut que je lise pour m'informer. Il faut que je lise pour m'instruire. Il faut que je lise pour comprendre. Je lis avec passion. Je suis aussi curieuse parce que il y a des domaines que j'aime explorer, que ce soit dans mon métier, que ce soit en tant qu'art thérapeute ou régisseuse. Donc, de temps en temps, je peux lire de façon curieuse un article, un livre, bref. Franchement, je suis curieuse aussi. J'aime lire même des domaines qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un lien avec mon métier. Je suis aussi un peu une geek parce que quand je suis pas dehors, je suis tout le temps devant mon ordinateur, devant mon téléphone, en train de faire des recherches, en train de travailler sur tout ce qui concerne le numérique, etc. Donc, en train de lire à ma façon. La première réaction de ma famille, de mes amis, c'est que Christine, tu es tout le temps derrière ton téléphone. Tu es tout le temps derrière ton téléphone. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est que comment tu fais pour savoir ça? Comment tu fais pour connaître ça? On te voit jamais avec un livre. Comment tu fais? Et je dis, moi, j'écoute ma lecture. J'ai une façon particulière d'apprendre des choses le plus rapidement possible, qui est le e-book. Donc, ma famille, mes amis ont commencé progressivement à adhérer à ma façon de consommer la lecture, on va dire ça comme ça, la lecture des livres, la lecture des romans, des nouvelles. Et puis, il y avait des livres sur la politique et beaucoup plus des romans qui ont un caractère un peu psychologique, comme L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde dont je parlais tout à l'heure. Je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus connectée au monde grâce aux livres numériques. Tout simplement, par rapport à ce que je disais, j'emporte mon téléphone partout. Mon téléphone ne prend pas beaucoup de place. Par contre, 3 livres, 4 livres, ça va prendre beaucoup de place dans le sac à main d'une femme. Mais avec le téléphone, tu peux lire 3, 4, 5, voire 6 livres et te balader dans toute la ville, dans tout le monde, avec seulement ton téléphone et donc ton e-book. Donc oui, je me sens beaucoup plus proche du monde à travers ce format de lecture. Généralement, ce qui me permet de m'organiser, d'organiser mes différentes lectures, c'est des plannings. Je fais des plannings, je note dans mes agendas. Par exemple, il y a des livres que je veux lire. Il y a par exemple un livre sur l'estime de soi que j'ai conseillé à mes patients en art-thérapie, que moi aussi je vais lire. Je vais lire parce que après il y aura un débrief avec ce patient-là. Donc pour pouvoir avoir le temps de lire ce livre-là, je note dans l'agenda, je me dis OK, si c'est un livre de 140 pages ou bien de 200 pages ou peu importe, il me faut peut-être 6 heures ou 8 heures de temps pour terminer la lecture. Sauf que je n'ai pas 8 heures de temps là uniquement à lire. Je peux repartir la lecture sur 2 semaines, par exemple. Et donc, je note que le lundi, le mercredi et le vendredi, il faut que je lise. Par exemple, tous les jours à 13h29, mon alarme va sonner. Il faut absolument que je lise un livre. C'est noté comme ça. À 13h29, mon alarme sonne tous les jours. Il faut absolument que je lise. Et si ça tombe sur le livre que j'ai à l'instant, forcément, je vais lire. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 15 minutes, je vais faire ça. Je pense sincèrement que pour réduire les difficultés liées à l'accès du livre numérique à une cible beaucoup plus grande et jeune, il faut un peu de tout. Il faut par exemple diminuer le coût de la connexion, avec pour risque que oui, ils ne s'intéressent pas aux livres numériques et passent plutôt à accélérer un peu leur distraction. Mais en diminuant le coût de la data, il faut également que les auteurs, les éditeurs de livres numériques s'adaptent aux habitudes de consommation de leur cible. Si la cible aime recevoir l'information à travers des vidéos, à travers des contenus qui font rire, eh bien, il faut leur livrer votre livre à travers la tautologie, à travers des contenus ludiques également. Si la cible aime recevoir son information à travers la musique, eh bien, il faut transformer ce livre, il faut chercher comment adapter votre livre à une musique, un audio. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma découverte de la plateforme Audible, dans laquelle j'ai
j'ai écouté une histoire parce que je trouvais la lecture du livre physique un peu lourde. Pas lourde dans le sens de je n'arrivais pas à comprendre, mais dans le sens où je n'arrivais pas à avoir suffisamment de temps pour m'asseoir, lire et tout. Sur la plateforme, on a adapté le livre, on m'a raconté une histoire, j'ai mieux compris ce que l'auteur voulait signifier dans son livre. Et ça m'a même amené à aller lire, parce que c'était un peu comme un film. Il y avait des parties que je ne saisissais pas forcément, et j'ai compris en allant lire maintenant le livre physique. Donc, adapter l'accès à son e-book, à sa cible. Si c'est une cible qui aime les histoires, utilisez les histoires. Adaptez vos livres numériques à votre cible. Si je pouvais offrir un e-book à chaque jeune Camerounais, ce serait L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Pourquoi? Parce que je trouve que les Camerounais ont beaucoup de temps, sauf pour ce qui est important. Il faut savoir se foutre des choses qui ne nous concernent pas. Sincèrement, c'est quand quelque chose ne te concerne pas directement, essaye de passer à autre chose. C'est tellement chronophage de ne pas s'occuper, excuse-moi de dire ça comme ça, de ses oignons, que finalement, on est là à scroller pour répondre aux choses qui ne nous apportent absolument rien, en traînant au passage le manque d'estime de soi, parce qu'on va avoir tel qui est mieux habillé, mieux vêtu, mieux logé, qui mange mieux que moi, je serais complexée, etc. Alors que si j'avais décidé de me foutre, de vraiment ne pas me soucier de sa vie et de me concentrer sur la mienne, je serais non seulement moins aigrie, moins complexée, mais j'aurais le temps d'être moi-même. Donc c'est un e-book qui un guide qui aide les jeunes ou alors les personnes qui le lisent à être elles-mêmes et à s'occuper d'elles-mêmes, à apprendre à penser à elles-mêmes. Si je devais résumer ma relation avec les livres numériques en une phrase, ce serait merci d'exister, parce que tu existes, j'existe, tu me soutiens, on marche ensemble main dans la main. C'est un peu comme une déclaration d'amour, mais c'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Là, dans mon téléphone, j'ai 7 livres avec moi que je compte finir avant la fin du mois de novembre. Et donc, c'est un peu ça. C'est une relation très intime que j'entretiens avec le livre numérique. Et merci d'être là, d'être mon compagnon de toujours. J'espère que tu seras encore là demain et après-demain. Bonjour, je m'appelle Kimi Misset, j'ai 20 ans et je suis artiste, créatrice de contenu et passionnée d'art en général. J'aime la musique, j'aime la lecture, toutes sortes de lectures et voilà quoi. La façon dont je suis arrivée dans la comédie musicale est un petit peu particulière. Il faut savoir que j'ai toujours été passionnée de musique et j'ai toujours voulu être enfant star. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu faire de la musique et d'être une superstar intergalactique. Donc, petit à petit, en grandissant et aussi avec les réalités du pays, j'ai eu comme une sorte de phase réaliste où je me disais que je pourrais pas vraiment vivre de ma passion ou accomplir tout ce que je souhaiterais accomplir. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre ça de côté. J'ai fait des études en communication et puis à un moment, mais en même temps, je faisais toujours de la musique. Et puis à un moment, je me suis dit, OK, il faut que je me lance. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Sauf que ça marchait pas et j'ai continué pendant super longtemps. Je suis tombée sur TikTok et je me suis dit, voilà, j'ai remarqué que sur TikTok, il faut se lancer avec un truc vraiment accrocheur parce que il y a
tellement de concurrence que si t'as pas un truc qui se démarque vraiment, tu vas pas te faire entendre. Du coup, vu que j'ai toujours été passionnée de comédie, d'acting, en fait, vraiment tout l'art du divertissement en général, je me suis dit, pourquoi pas allier toutes mes passions en un seul format. Et du coup, je me suis lancée dans la comédie musicale comme ça. Je prends des chansons populaires, je change les paroles en les rendant un petit peu plus drôles, humoristiques, en les mettant dans un contexte où les personnes vont facilement se reconnaître. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti et que j'ai pu toucher une très grande audience avec ce format de vidéo. J'ai de façon cumulée un peu plus de 3 millions de personnes qui me suivent. Il y a 2 300 000 personnes qui me suivent sur TikTok, 285 000 personnes, j'ai regardé ce matin, qui me suivent sur Instagram, près de 200 000 personnes sur Facebook et plus de 500 000 sur YouTube. J'ai vraiment une très, très grande audience et vraiment répertoriée dans toute la francophonie. Et je suis super contente de toucher autant de personnes avec mon contenu. Le premier moment où je me suis dit que j'allais raconter des histoires autrement, c'est... Je crois le déclic a été lorsque... ça faisait longtemps que j'avais pas vu de comédie musicale à la télé, vu que, je suis une Gen Z baby, donc j'ai grandi avec Disney Channel et tout ça. On n'avait pas Canal+, mais on avait le câble, donc parfois ça passait pas. Et pendant une période, justement, on n'avait plus les chaînes Disney. Puis à un moment, j'ai retrouvé un film qui m'avait beaucoup plu lorsque j'étais petite. Et je me suis dit... non, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je vais faire. Et je suis sûre que tout plein de gens vont kiffer ça. Donc, on peut dire que mon entourage était un petit peu préparé. C'est vrai qu'ils essayaient un petit peu de me mettre dans une sorte de réalisme, comme j'ai dit plus tôt. C'est pas la réalité du pays, ça ira nulle part. Tu dois chercher à faire quelque chose de plus classique, de plus sûr, de plus fiable. Mais ce que j'ai fait, c'est juste, ok, je vais chercher à faire le juste milieu. Donc, j'ai fait des études et en même temps, j'essayais de développer mes différentes passions. Et au final, c'était qu'est-ce qui l'emportera en premier. Après mes études, j'ai fait des entretiens, j'ai fait ce genre de trucs, mais c'est jamais allé plus loin. Pourtant, avec les réseaux sociaux, j'ai pu avoir une énorme audience, des opportunités. Et aujourd'hui, j'en vis. Donc, finalement, c'est ce qui gagne qui a raison. Ils ont été obligés d'accepter ce flanc de ma vie et aujourd'hui, ils me soutiennent. En réalité, je ne sais pas si je crée réellement un juste équilibre entre spectacle et message. C'est ma communauté qui me dira, qui peut me dire, qui saurait dire en réalité si j'arrive à créer un équilibre entre les deux. Mais je dirais que moi, à mon niveau, ce que j'essaie de faire, c'est de divertir en général autant, peut-être même un peu plus en fait, que d'envoyer un message. En fait, j'essaie de mettre des messages de manière subtile parce qu'en général, lorsque le message est trop flagrant, les personnes ciblées peuvent se sentir prises pour cible et se braquer face au message qu'on transmet. Donc, je couvre toujours mon message de beaucoup d'humour, d'autodérision, de satire pour pouvoir faire en sorte que le message soit reçu. Et peut-être que lorsqu'il sera reçu, il pourra être entendu. Mon processus de création de l'idée au tournage, en réalité, ça m'a pris beaucoup de temps pour réussir à m'organiser de manière assez pratique. Au départ, c'était un petit peu le fouillis. J'avais eu l'idée de base, j'avais créé les premiers formats de ce type et je les avais postés sur les réseaux sociaux et ça a pris tout de suite. Sauf que j'étais pas prête à ce que ça prenne aussi rapidement. Du coup, j'avais pas anticipé, je m'étais pas assez organisée. Donc, au départ, ce que je faisais, c'est que j'écrivais parce que le processus de mes vidéos, il faut déjà que j'écrive une idée. Je les appelle souvent les POV, dans les point of view. En général, c'est les formats très répandus sur les réseaux sociaux. Une fois que j'ai une idée de POV, j'écris
je choisis la chanson que je veux reprendre parce qu'en fait, ce sont des covers comédie musicale. Je choisis la chanson à succès et ensuite, j'écris sur cette chanson-là. Donc, c'est comme si j'étais... je vais prendre un exemple. Si c'était Dadju, si c'est une chanson de Dadju, c'est comme si j'étais Dadju à ce moment-là, sauf que j'écris des paroles différentes sur la mélodie. Et une fois que c'est fait, il faut que j'enregistre cette nouvelle mélodie avec l'instrumental de Dadju, de la chanson originale. Et une fois qu'elle est enregistrée, il faut maintenant que je fasse un tournage. Donc, je filme les vidéos et tout. Et après, il y a encore le montage et tout. Donc, c'est vraiment un très long processus. En général, au départ, ça me prenait 5 à 6 heures pour faire une seule vidéo. Mais puis, à un moment, je me suis dit, je frôlais le burn-out. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé petit à petit à travailler en chaîne. Donc, si j'écris, je vais écrire 6 chansons à la chaîne. Si j'enregistre, je vais enregistrer les 6. Si je tourne, je vais tourner les 6 à la fois. Du coup, j'ai assez de contenu pour une semaine. Et entre-temps, je peux poster des petits trucs de storytelling, des trends sur mes réseaux sociaux pour gagner en temps. Donc, je pense que je me trouve chanceuse parce que contrairement à certaines femmes de ce milieu, donc du contenu des réseaux sociaux, je ne suis pas la cible forcément de beaucoup de haine. Forcément, il y aura quelques critiques, mais ça va. Grosso modo, ça va. Du coup, le reste de difficultés auxquelles je suis soumise, il y a déjà essayer de protéger ma vie privée parce que on est sur les réseaux, on est exposé. Donc, il faut faire très attention. J'essaie de protéger mes proches. J'ai un compte secondaire où, par exemple, lorsque je veux consommer du contenu, je consomme pas du contenu avec le compte où je publie du contenu. Parce que lorsqu'on consomme du contenu, on peut laisser des traces. Tu peux faire un commentaire, après il va être pris, et après, ou bien tu peux liker la publication de ta mère ou de ta petite sœur, et après, des fans ou justement des anti-fans se retrouvent à savoir qui est ta mère, qui est ton proche. Donc, je fais vraiment attention, en tout cas j'essaie de protéger ma vie privée au maximum, parce que vraiment, les réseaux sociaux, ça peut prendre des proportions très énormes, donc j'ai déjà été la cible de ce genre de travers, en fait, chez les gens. C'est arrivé lorsque je rentrais de chez moi, j'étais en Carrefour, j'essayais de prendre un taxi et il y a une personne qui m'a reconnue. D'abord, elle a cru qu'elle me prenait pour un ancien camarade. Et puis, j'imagine que lorsqu'elle s'est souvenue qu'en fait, je suis une créatrice de contenu, que sans doute elle aime pas, elle s'est mise à crier. Et bien sûr, pas mal chance, il y avait un attroupement quelque part pour une sorte de campagne publicitaire. Donc, tout plein de ces autres personnes m'ont reconnue aussi. Il faut savoir que à cause de mon contenu et parfois des messages que j'essaie de transmettre et aussi de l'audience que je touche, certaines personnes me qualifient de bunchi. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. À la base, bunchi, c'est un snack au chocolat. L'intérieur est à la noix de coco et l'extérieur est du chocolat. Du coup, l'intérieur est blanc et l'extérieur est noir. Donc, je sais pas, mon type de personnalité fait que certaines personnes me qualifient de bunchi parce qu'ils diraient qu'à l'intérieur, je suis blanche et qu'à l'extérieur, je suis noire. Donc, ma peau est noire, je suis africaine, mais je me prends un peu pour une blanche. Vous voyez un petit peu. C'est un peu ça d'où vient l'expression bunchi. Donc, il y a certaines personnes qui me voient un petit peu. Et je tiens à rappeler que l'expression bunchi est très péjorative, en fait, parce que je suis une africaine, je suis fière de mon identité, je suis fière de qui je suis. C'est pas parce que je parle d'une certaine manière. Et en général, même, ça vient juste de critiques de personnes qui sont pas peut-être capables de se mettre devant un miroir et se dire « Ok, je sais peut-être que je m'exprime pas aussi bien qu'une personne qui passe à la télé, mais c'est ok. Derrière moi, le fait de m'exprimer de la manière dont je m'exprime, il y a du travail, il y a l'exposition, il y a tous ces trucs qui font que je sois un peu obligée de m'exprimer comme je m'exprime. Mais bon, pour certaines personnes, ça fait de moi une bunchi. Du coup, il y a certaines personnes, ce jour-là, elle a dit « Ah, c'est pas toi Kimi? Ah, Kimi, c'est la bunchi là! Kimi, viens ici! Et regardez, j'ai vu Kimi! » Du coup, j'étais en mode « S'il vous plaît, taxi, taxi, taxi! » Et du coup, j'ai pris un taxi, sauf que le taxi, c'est pas privé. Du coup, il y a une des personnes qui est entrée dans le taxi juste pour entrer dans le taxi et juste pour me parler, en fait. Et c'était pas pour me parler, c'est pas pour me dire bonjour, Kimi, je suis fan de toi, j'adore ce que tu fais. Non. C'était
c'était pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu parles comme ça? Tu te prends pour qui? Tu voyais vraiment que des critiques encore et encore. Et le pire, c'est que lorsque je suis descendue à ma station, plein de personnes, cette personne a encore continué à me suivre jusqu'à ce qu'il a juste fallu que je m'arrête dans une boutique et que j'appelle quelqu'un de venir me chercher, un oncle notamment, qui, vu sa corpulence, a su repousser la personne. Donc, c'est une anecdote qui est un petit peu représentative des conséquences de l'exposition sur les réseaux sociaux. Et c'est un petit peu à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire attention à la manière dont je me présente. Par exemple, en venant ici ce matin, j'ai dû porter un cache-nez. Parce que il faut pas, quand je sors de mon quartier, il faut pas qu'on me voie sortir, il faut pas qu'on sache d'où je sors, qui vit même dans cet immeuble, en fait, qui vit dans ce quartier. Et même en rentrant, il va falloir que je porte un cache-nez parce que quelqu'un pourrait me suivre. Si quelqu'un me reconnaît, cette personne pourrait savoir qui je suis et me suivre. Donc, ça fait un petit peu partie des réalités. C'est le revers de la médaille d'avoir autant d'expositions sur les réseaux et de vivre de sa passion, j'imagine. Et pour moi, c'est OK. Je me dis que, voilà, c'est les défauts du métier. J'ai juste à m'y faire et à prendre les précautions nécessaires. J'imagine que dans quelques années, je vais d'abord tenter de développer ma carrière musicale parce que c'est mon moyen de communication préféré, chanter. Et ensuite, grâce à l'exposition que j'aurais sans doute réussi à avoir, transmettre le maximum de messages positifs possibles, notamment parlant de la misogynie, parce que, je veux dire, c'est un sujet dont on parle pas assez. Certaines personnes trouvent qu'on en parle trop, mais en fait, on en parle clairement pas assez dans un monde où la moitié de la population est stigmatisée, donc est oppressée. Donc, une fois que j'aurai réussi à atteindre l'exposition, en fait, pour moi, c'est vraiment toujours ça. C'est toujours le même objectif, en fait, que j'ai toujours eu, mais à une plus grande échelle. 1, avoir de l'exposition. 2, transmettre des messages. Encore et encore, mais toujours à des échelles toujours plus hautes. Jusqu'à ce que je prenne ma retraite, jusqu'à ce que je sois fatiguée. On dit souvent qu'un artiste ne prend pas sa retraite. Il arrête de travailler lorsqu'il n'y a plus d'art dans son cœur. Donc, jusqu'à ce que j'ai plus d'art dans mon cœur, je continue à faire ça. Les jeunes d'ici, une production originale de la Joss Radio. À la post-production, longueur d'onde.